dès qu'il y a un souci, donc l'assistante sociale du conseil général vient dans les familles et demande vraiment les aides par rapport à la personne et attribue tant d'heures. Mais ça passe en commission conseil général et au vu d'un dossier médical aussi, donc à remplir par le médecin avec tous les problèmes de la personne. Et donc on nous accorde tant d'heures par mois. Je pense qu'il y a un élément qui est important, c'est la coordination avec le médecin traitant. Il est important que le médecin traitant soit en phase avec les personnes aidantes pour bien que l'analyse qui va être transmise soit la plus juste possible, la plus exacte possible. Pour savoir les besoins exacts de l'aidé et de l'aidant, parce qu'il faut quand même, tant que l'aidé a la parole et peut s'exprimer, c'est quand même à lui à dire ce qu'il a besoin, et puis de l'aidant après, eh bien, c'est à eux à dire ce qu'il faut faire chez soi, il me semble. Pour maman, elle a participé, évidemment, ça nous paraissait évident qu'on n'allait pas répondre pour elle, enfin, parce qu'elle pouvait encore répondre à l'époque, et l'assistante sociale a complètement minimisé la situation, même si nous, à côté, on a dit non, mais attendez, ça, elle vous dit qu'elle peut le faire, mais non, on sait que nous, elle ne peut pas le faire, etc. Et elle a totalement, enfin, je pense que elle ne connaissait pas bien la maladie d'Alzheimer et l'évolution. Voyant la situation de dire que votre maman elle est en difficulté et que la personne en face, qui est la professionnelle, dit elle n'a pas besoin d'aide, vous n'aurez rien, c'est terrible. Quand elles ont une réévaluation de leur dossier ou un renouvellement, on leur rappelle bien aux aidants, aux familles, c'est important que la personne ne soit pas seule avec justement le travailleur social qui va venir, mais qui est, ça peut être nous, les aides à domicile, les auxiliaires de vie, ou quelqu'un de la famille pour peut-être... parce que la personne ne va peut-être pas pouvoir ou va pas vouloir exposer vraiment ses difficultés. Et le travailleur social va évaluer correctement justement les difficultés de la personne et les besoins réels. Et par contre, l'année d'après, bien évidemment, on a refait le dossier. Et là, on est tombé sur une personne qui a bien compris la situation, qui était une personne qui était déjà venue quelques années auparavant, qui a vu effectivement l'évolution, qui a vu la dégradation de l'état de santé, qui a fait qu'elle a dit non mais c'est on va vous mettre des heures. Comment vous voulez qu'on organise les choses? Les travailleurs sociaux, ils viennent élaborer le plan d'aide, souvent seuls. Ils viennent à un petit moment, donc ils entendent que ce que les personnes veulent bien dire. Je voulais rebondir sur ça, c'est que les plans d'aide, donc les assistantes sociales viennent, souvent il n'y a même pas les auxiliaires, alors que s'il y a bien quelqu'un qui peut dire elle a besoin de ci, elle a besoin de ça, c'est bien nous. Pensez aussi pour les personnes âgées à demander l'évaluation la réévaluation de l'APA. Alors la théorie c'est tous les ans, mais comme la maladie après évoluait très vite, moi au bout de 6 mois je demandais. Dans les 15 jours, il y a l'assistante sociale qui vient, ça c'est sûr. Dès qu'on a demandé, 15 jours après elle vient, et c'est là après quand elle a fait son plan d'aide qu'il faut qu'elle passe en commission. Et les délais les commissions, c'est très long. Il faut peut-être 6 mois pour après, si il y a un renouvellement de commission. Là, j'ai une situation où la maladie évolue très rapidement et on est en train de mettre en place des horaires un peu plus aménagés, mais c'est des demi-heures, donc c'est très court. Donc la personne, enfin le couple a été obligé de prendre des heures sans prise en charge avant que les démarches en tant qu'APA arrivent. Voilà. C'est très long, hein. Donc c'est pour ça les aides, quand les personnes ont des difficultés, ils ne peuvent pas attendre 4 mois avant d'augmenter les heures. Et je trouve que c'était vraiment intéressant d'avoir cette convergence de points de vue, parce qu'en fait, ce qui me paraît vraiment important, c'est qu'on démarre sur un bon pied. C'est-à-dire que l'analyse du besoin permet réellement de répondre aux besoins de la situation, à la fois de l'aider et de l'aidant, enfin de la famille autour. On effectue toujours, en amont de la mise en place des AVS, une évaluation des besoins au domicile de la famille. Cette évaluation, elle sert déjà à lister un peu quelles seront les tâches à faire,
à faire le point sur le plan d'aide, c'est-à-dire le nombre d'heures, et après, au niveau du planning, à moi, par exemple, de mettre en place 1, 2, 3 interventions par semaine. On a ce qu'on appelle la fiche d'identification des besoins, qui nous est transmise par le travailleur social, c'est-à-dire qui va évaluer que nous avons 40 heures mensuelles et que sur les 40 heures mensuelles, il faut faire l'entretien du logement, l'entretien du linge, la préparation des repas, l'aide à la toilette. Souvent, on se heurte à la limite des plans d'aide, c'est-à-dire des financements des différents organismes. Et aussi, des fois, la remontée des aides à domicile n'est pas forcément la même que la remontée des aidants. Une AVS qui intervient dans une situation compliquée, si elle est toute seule, elle ne peut pas tenir longtemps. Enfin, humainement, c'est pas possible. Il y a l'attachement aussi. Et puis le recul. Parce qu'en discutant, comme vous disiez tout à l'heure, en discutant avec les collègues, ça permet de prendre du recul. Et si on est tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Et même pour nous, quand on n'a qu'une intervenante dans des situations, parce que c'est possible dans des situations où c'est que du ménage, des choses comme ça, où il n'y a qu'une intervenante, si elle nous donne une vision des choses, eh bien, il manque la deuxième vision. Pour ça aussi que j'insiste sur le fait de ne pas être seul, parce que effectivement, quand on est seul, on a une intervention personnalisée, mais on voit notre vision à nous. Ça nous responsabilise trop, et parfois la collègue elle peut vous dire oui, mais moi tu vois je fais comme ça et ça passe très bien. Il devrait y avoir des fiches de procédure dans toutes les maisons, parce que c'est pas évident, une remplaçante qui arrive, qui sait pas ce qu'il y a à faire. La personne, si elle n'est pas capable d'expliquer ce qu'on doit faire chez elle. Donc je pense que les associations devraient, quand elles vont chez une personne, savoir déjà ce qu'elles ont à faire. Parce que c'est pas toujours le cas. Effectivement, au début de leur venue, on remplit ensemble une petite fiche. Cette fiche, elle dit à peu près, mais de façon très succincte, ce qu'il faut faire et pas faire. Et on se rend compte en fait que les personnes, surtout les remplaçantes, ne lisent pas cette fiche. Elles ont besoin d'avoir un accompagnement. On a bien des fiches missions, effectivement, qu'on essaye de remettre à jour le plus possible, mais c'est à nouveau sur notre temps libre qu'on le fait. En général, je fais une fiche récapitulant un petit peu l'essentiel, et je demande à ce que ma remplaçante, par exemple si je pars un mois, comme ça se fait l'été maintenant, je demande à ce que ma remplaçante me téléphone. Je complète par rapport au doublon, en effet. C'est dans l'idéal, mais ça se fait pas tout le temps parce que ça revient toujours au même, mais on n'a pas le financement pour payer 2 aides à domicile à chaque fois. On a vécu une période où il y a eu un turnover pas possible, et moi j'étais encore le nez dans le guidon pour le travail parce qu'il fallait bien assumer tout ça. Je m'en suis pas trop rendu compte parce qu'il y avait du monde, mais j'étais satisfait, j'étais au travail, il y avait du monde à la maison, le travail était très bien fait, c'est des gens à qui il fallait rien demander, ils savaient ce qu'il fallait faire. Quand j'ai été à la retraite, je me suis aperçu que c'était une usine à la maison. Tous les côtés, il y avait du monde de partout. Parce qu'il y a les aidants, mais régulièrement le médecin de famille, régulièrement l'infirmier, régulièrement des analyses, régulièrement le neurologue, régulièrement la balnéothérapie, la kinésie, l'orthophoniste, etc., etc. On avait mis en place une organisation très structurée pour pouvoir leur permettre de rester à domicile parce que c'était notre projet. La difficulté qu'on a, c'était avec tous les aidants qu'on avait, c'est la coordination. C'est pas toujours bien que ce soit la famille qui le fasse. Et c'est là où je trouve qu'on aurait eu besoin d'aide. Ça, c'est un gros sujet parce que je pense que quand il y a beaucoup d'intervenants, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui coordonne, où il y aurait peut-être même besoin d'une personne qui coordonne autre que les structures qui interviennent, mais une personne en dehors qui coordonne tout ça. Pour justement, parce que là, comme vous disiez, vous étiez 4 à bien vous entendre, mais c'est rare. Hein. Et puis, malgré toutes les aides qu'on peut avoir, il y a quand même la responsabilité de la gestion de la maison, de la gestion des courses, de la gestion des comptes, de la gestion des impôts, des choses comme ça. Enfin, toute la vie administrative. Et c'est assez, ça demande quand même pas mal de temps. Quand c'est même un enfant seul qui intervient, qui est tout seul, c'est très lourd à porter, même s'il ne vit pas dans le domicile.
Et la personne, le conjoint ou quelqu'un qui s'occupe de son parent à domicile, c'est très lourd parce que c'est jour et nuit. Et ça, ils ont parfois pas de temps de repos. Et c'est difficile pour eux, ils culpabilisent beaucoup pour prendre des moments pour eux. Enfin, moi, j'ai remarqué des situations où des personnes, même si elles prennent des moments, c'est pas pour faire quelque chose pour elles, c'est pour faire quelque chose d'utile. Moi, je dis, si j'avais été toute seule, ou même si on avait été 2 enfants, ça n'aurait pas été possible. On était 4, on n'était pas trop loin, ce qui a permis qu'on puisse le faire. Mais une personne toute seule, et là, je reviens à ce qui s'est passé il y a quelques années avec maman, où elle a pris sur elle de s'occuper de son mari jusqu'à temps qu'elle a pu, et elle s'est complètement épuisée. Il faut que les structures qui donnent les aides puissent comprendre que ce n'est pas quand la personne aidante va être complètement épuisée qu'on va lui donner de l'aide. Pour qu'un aidant puisse continuer à être aidant, il faut qu'il ait une aide lui aussi. C'est vrai que les aidants, souvent, on commence à les aider quand ils sont déjà épuisés. Il y aurait vraiment quelque chose à faire pour que les aidants soient pris en compte beaucoup plus tôt dans le processus. On parlait des aidants donc, qui sont épuisés. Alors c'est vrai que parfois c'est parce qu'ils manquent d'heures, mais parfois c'est aussi parce que justement on est très nombreux à passer. Et j'avais le cas d'une personne, c'était très compliqué pour elle parce que du coup elle était épuisée, moralement, enfin, parce qu'elle avait tout le temps des horaires très précis. Les personnes se sentent plus chez elles. Les aidants sont exigeants avec eux-mêmes et donc sont exigeants avec les aides à domicile qui interviennent. On sait que quelque part, c'est peut-être dû à leur vécu, dû à un événement aussi. Peut-être qu'ils ont eu une auxiliaire qui les a complètement braqués contre tout. Parce que c'est pas évident d'accepter les gens non plus. Pendant des années, on s'est refermé sur nous-mêmes en essayant de régler nos problèmes tout seul. Et bien entendu, un jour, on n'y est pas arrivé. Et c'est un grand coup de pied au derrière de nos enfants qui nous a fait réagir. C'est difficile dans la mesure où c'est des choses qui sont propres, qui sont intimes. On ne veut pas forcément accepter de voir la vérité. Ce qui est compliqué avec les aidants, c'est qu'on n'a pas de règles vraiment fixées. Il y a une multitude d'aidants, en fait. Il y a les aidants qui vivent à domicile, il y a les aidants qui sont loin, il y a les aidants familiaux, il y a les aidants professionnels, il y a les aidants qui sont valides, il y a ceux qui sont dépendants, et voilà, il y a les voisins, il y a les amis. Disons qu'il y a des situations, des fois, où les proches vont accepter qu'il y a un lien qui se crée avec leur papa ou leur maman. Et par contre, il y en a d'autres qui vont développer peut-être de la jalousie. Aussi, quelque chose qui est difficile, me semble-t-il, c'est d'accepter que quelqu'un d'autre que soi puisse s'occuper de son parent. Et ça, c'est aussi difficile pour la famille de se rendre compte que on ne peut pas, et que il faut qu'on ait de l'aide. La complexité de la chose, c'est de nous laisser les personnes qui comptent le plus pour eux pendant 1 ou 2 heures et eux s'occuper d'eux. Il y a des familles qui vont accepter plus facilement, qui sont peut-être dans l'acceptation de l'intervention, voilà, donc qui vont accepter plus facilement et plus rapidement l'aide extérieure. Donc pour nous, ça sera plus facile de mettre les choses en place et puis de travailler en harmonie tous ensemble. Moi, ce que je trouve difficile parfois quand on va aider une personne avec des aidants, c'est quand elles sont, par exemple, dans un couple, que c'est une situation conflictuelle, par exemple. Ils essayent de nous prendre un peu parfois à partie et ça, c'est compliqué. Pendant ces 2h30 où je suis à domicile, le monsieur s'en va, s'oxygéner. Et donc, avec son épouse, je fais de l'animation aussi, Scrabble. On épluche les légumes pour faire le potage le soir. Et par contre, j'ai un autre couple. Le monsieur a eu un AVC. Et son épouse, elle, par contre, elle ne veut absolument pas nous laisser seuls avec son conjoint. Et moi, j'ai eu une situation un peu similaire. C'était au début, j'étais la seule à intervenir. C'était un couple. La dame avait la maladie de Parkinson. Et au début, c'est vrai que j'étais reçue. C'était assez froid. Et j'ai mis près d'1 an
Donc, à faire des tentatives de discussion, mais ça a payé avec le temps. Un couple que je fais depuis plus d'1 an. Et en fait, le mari est un peu surprotecteur, en fait. Je sais que hier, j'y suis allée, il a dit « Non, mais elle va pas le faire ». Donc, du coup, si vous voulez, j'avais déjà donné les moyens d'agir, parce qu'il avait mis l'économe et tout ça, parce que c'était... Et en fait, elle s'est sentie stoppée dans son utilité aussi, parce que ça la rend utile. On peut être dépendant de quelque chose, mais avoir quand même encore de l'autonomie, et on n'est pas obligé d'être assisté dans tout. Et des fois, les familles ont tendance à vouloir que la personne ne fasse vraiment plus rien, qu'on fasse tout à sa place, ou la famille va vouloir faire aussi à la place de la personne. Donc à nous, après, de rappeler un petit peu que la personne est encore en mesure de faire certaines choses. Je crois que d'abord, il y a l'évolution de notre demande. Quand maman avait ses premières aides, c'était vraiment des aides ménagères. Et elle disait toujours « Oh, l'aide ménagère va venir, alors qu'est-ce que je vais lui faire aujourd'hui ?» Parce que pour elle, c'était vraiment le ménage. Après, je pense que les demandes sont différentes en fonction des familles et en fonction de l'évolution aussi de l'état de la personne aidée. Et là, des fois, on aurait eu envie que les personnes qui interviennent fassent pas du ménage, parce que finalement, il y en avait une autre qui était venue avant, elle l'avait fait, et on aurait préféré, par exemple, qu'elle lise le journal, qu'elle joue aux dames ou aux dés, au domino avec mamie. Mais il me semble qu'elle ne se sentait pas autorisée à le faire. Alors, quand je partais, donc la première fois où je partais, je demandais aux filles de venir les premières fois que je ne les connaissais pas, un petit peu avant, pour que j'explique tout ce qu'il fallait faire. Mais comme elles sont venues il y a 3 ans avant sa grande perte d'autonomie, au départ, c'était plus du ménage, de l'accompagnement, faire prendre ses remèdes. Alors, j'avais fait, comme je m'absentais, j'avais écrit par ordinateur tout ce qu'il fallait faire en ménage quand elles avaient le temps, parce que leur priorité, j'aurais toujours dit, c'est mon mari. Moi, ce qui m'avait vraiment, si vous voulez, préoccupé, c'était qu'ils puissent vivre. Vous avez parlé de continuer à vivre, qu'ils puissent faire des choses, qu'ils puissent vivre, et que là où les limites que nous, on a en tant qu'aidants, c'est qu'on devient soignant et on n'est plus, nous, enfants. Enfin, ou vous, mari ou femme. Il y avait des occupations à faire. J'avais fait une liste d'occupations. Elle le promenait dans le jardin parce que tout seul ne pouvait pas. D'abord mon mari et après le ménage. Je voulais revenir sur ce que disait madame. J'ai trouvé que c'était chouette parce qu'elle parlait que c'était... qu'elle gardait surtout l'autonomie de son mari. Ce qui était important, c'était justement qu'on aide son mari, que le ménage passait après. J'ai l'impression que des fois, notre travail n'est pas forcément bien compris. Bien sûr qu'il y a du ménage, ça fait partie, on ne rejette pas cette partie. Mais on doit aussi, pour préserver l'autonomie de la personne, c'est très important. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles, il y a quelques familles où c'est pas accepté. Je prends conscience du fait que finalement, les aidants, on ne nous explique pas au départ ce que vous pouvez faire. Parce que j'ai le sentiment que moi, on ne m'a jamais dit que le rôle, d'abord, c'était plus aide ménagère, et que finalement, le rôle de ces intervenants professionnels, c'était aussi l'accompagnement à l'autonomie, etc. Je pense, du coup, en travaillant avec vous, que c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Des fois, c'est difficile de se faire entendre des aidants sur les réels besoins de la personne. Donc, eux, ils veulent, par exemple, je sais pas, une toilette, par exemple, je vais prendre un exemple. Ils vont nous demander, par exemple, impérativement une douche tous les jours. Et cette personne-là, c'est pas son souhait. Et donc, c'est à nous tout le travail après d'essayer de faire entendre raison à la famille que peut-être on peut faire une toilette différemment. J'avais un petit peu de temps, on faisait l'aide à la toilette avec le SIAD, on faisait pas mal de choses. Et souvent, il me restait 5 minutes, donc je l'installais, je lui mettais du coloriage. Je me souviens que son mari, un jour, est rentré et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous lui faites faire ?» Et moi, en fait, c'était effectivement pour
pour cette dame qui restait alitée quasiment tout le temps et qui, du coup, c'était une petite distraction qui en plus lui plaisait. Ça peut les gêner, l'activité qu'on peut faire. Alors, soit, comme disait ma collègue, ils peuvent penser qu'on les infantilise, selon le choix peut-être de ce qu'on a choisi à faire comme ouvrage. Donc là, si c'est peut-être important de bien dialoguer avec la personne aidante. C'est difficile aussi de vivre toute une vie avec quelqu'un et de se rendre compte que elle peut plus faire ce qu'elle faisait avant. Oui, quand arrive la maladie, le vieillissement ou un handicap, les familles, du coup, elles se replient un peu sur elles, elles se reconditionnent pour savoir quel fonctionnement elles vont adopter. Et justement, nous, on est vraiment comme un intrus. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir nous tutoyer. Comment est-ce qu'on se place par rapport à ça ? Il y a des gens qui vont être trop familiers, qui vont tout vous... Moi, je sais que ce qui m'a désarçonné sur la toute première intervention après mon diplôme, c'était un interrogatoire. Et vous êtes mariés, et vous avez des enfants, et vous faites ci, vous faites ça, et ça fait longtemps. Et le titulaire, il arrive quand ? Parce que vous êtes la stagiaire, vu votre âge. Systématiquement, je prends ma blouse, parce que pour moi, quand je rentre chez quelqu'un, je suis professionnelle. Quand je sors chez quelqu'un, j'ai ma vie à côté. Donc voilà, ça me permet de couper. Avec le temps, je pense qu'on arrive à mettre un petit peu de côté nos a priori. Et quand il y a une réaction, des fois un peu agressive ou n'importe, je pense que derrière, oui, il y a sûrement une souffrance, il y a sûrement une explication. Donc je pense que c'est avec le temps, avec la conversation qu'on peut entreprendre et mettre en place, où on peut dénouer certaines choses et mieux comprendre après pourquoi il y a eu telle réaction à tel moment, pourquoi il se passe telle tension ou autre. Alors qu'une auxiliaire de vie, on est censé préserver l'autonomie de la personne, quand on n'a pas le temps, on est obligé de faire à leur place. Et l'autonomie, elle en prend un coup. Alors quand c'est juste un jour dans la semaine, ça passe. Mais quand ça devient un mode de fonctionnement, c'est plus de l'aide à la personne. On le fait vraiment à leur place. Et c'est comme ça qu'ils perdent de l'autonomie et qu'ils ont besoin de plus en plus d'aide. Des fois, on a une demi-heure pour les faire manger, pour les mettre en tenue de nuit et les coucher. Je ne sais pas si vous imaginez. Quand ils viennent le samedi pour la toilette, c'est mettons à partir de 9h jusqu'à 11h. On est là et je suis toujours là dans la salle de bain ou dans la chambre pour expliquer ce qu'il y a à faire. Mais je dis, les personnes qui sont seules, je pense qu'on devrait avoir peut-être plus de formation par rapport à une personne handicapée ou une personne âgée. C'est impossible à gérer. Pour eux, c'est vraiment le travail à la chaîne, ces organismes-là, ces associations. Une demi-heure, une personne âgée, faire la toilette, l'habiller, moi je trouve que c'est bousculer les personnes. On a un quotidien qui n'est pas si facile à gérer. Je pense que les gens ne le voient pas comme nous on le voit. On n'est pas là que pour faire du ménage. Parce que souvent on entend, quand on arrive, attends, j'ai mon aide ménagère qui arrive. Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on fait beaucoup d'aide au lever, d'aide aux toilettes. On est beaucoup dans l'aide. Et même moralement, parce qu'effectivement, pour les aidants familiaux, oui, ils aiment bien boire le café avec nous en disant, voilà, cette semaine j'ai ci, j'ai ça. Voilà, ils ont quelqu'un à qui parler, ils le savent. Faire entendre aux familles, c'est que nous sommes complémentaires et qu'on peut harmoniser nos relations pour le bien-être de la personne aidée et qui ne nous voit pas arriver comme des personnes qui vont leur donner des leçons ou leur dire il faut faire comme ci, faire comme ça. Ils ont des compétences, on est en mesure de les reconnaître, de les accepter et eux aussi, après, d'accepter que nous, on a des connaissances et ensemble, on peut faire au mieux pour la personne qui est en difficulté, qui peuvent nous faire confiance. On ne prend pas leur place, mais on est là comme eux, pour le bien-être de la personne que l'on vient aider. Moi, dans ce que vous avez dit, j'ai trouvé quelque chose de vraiment très, très, très intéressant qui résonnait bien pour moi. C'était la notion que chacun prend sa place et que on devient complémentaire entre les professionnels et les aidants. Et vous avez dit que les professionnels prennent le relais. Et moi, je trouve cette notion vraiment très, très intéressante. Pour limiter la fragilité du système qu'on a organisé, il faut protéger
se protéger en tant qu'aidant et en même temps mettre en place ces aides techniques pour protéger les gens qui viennent aussi à la maison. Parce qu'il faut aussi protéger toutes ces personnes qui viennent nous aider, parce que si elles sont malades, si elles se font mal au dos, eh ben, ça va être encore des remplaçantes et on va être encore en difficulté. Prendre soin des personnes, en fait, il faut qu'on prenne soin de tout le monde. Parce que c'est un cercle vicieux, comme vous disiez, si on ne prend pas soin des personnes qui aident, forcément, on rejoint le turnover de tout à l'heure. Quand on a face à soi une personne qui a besoin d'aide dans les déplacements, qui a besoin de manutention, ça me paraît important que, effectivement, puisse être proposé aux aidants, d'une part, les possibilités techniques. On a changé, bien sûr, la salle de bain, on a mis les passages de porte, on a fait, etc. Comment on peut aménager sa maison aussi, ça c'est un point important. Et puis, effectivement, peut-être faire quelques points de formation, quelques demi-journées de formation sur la manutention elle-même. Moi, j'ai suivi des formations avec la plateforme de répit de Rive de Gier, justement pour les aides à domicile. Il y avait une formation par un psychologue, prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Puis on est allé voir dans un appartement aménagé, donc comment faire un transfert, comment manipuler son aidé, etc. C'était très intéressant. Oui, c'est vrai que là, on a pu se rendre compte de vraiment du manque d'informations que les aidants rencontrent, que ce soit finalement sur les aides auxquelles elles ont droit, et également sur l'évolution de la maladie. C'est vrai que il y a vraiment un problème de ce côté-là. Et on voit aussi un problème de manque de formation sur les gestes qu'elle peut faire, peut-être pour déplacer quelqu'un sans se faire mal, et connaître le matériel. Alors c'est aussi notre rôle en tant qu'auxiliaire de vie de faire connaître le matériel. Et comme disait ma collègue, bien souvent, ce matériel, il n'est pas accepté par les personnes, parce que soit ça tient trop de place, soit elles ont peur de ne pas savoir s'en servir, ou ça les dérange, ce matériel. Je pense qu'on ne connaît pas encore aussi les dispositifs mis en place pour les aidants. Pas assez. On en connaît quelques-uns, mais pas assez. Et les aides à domicile sont là aussi, je pense, pour proposer aux aidants. Et si elles ne sont... si on ne leur dit pas quel dispositif existe, elles ne peuvent pas conseiller. Il manque un étage, et l'étage, c'est le mot anticipation. Donc, il manque effectivement, à mon sens, une structure, je ne sais pas quoi, qui recentre tout ça et qui dise, tiens, monsieur, son épouse a une CEP, il faut le prévenir, il va y avoir telle difficulté, voilà comment ça se gère, etc. Et ça manque, parce qu'on le découvre par défaut. Ensuite, une deuxième chose, moi, à un moment donné, j'étais vraiment pas bien du tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a sur le puits pour t'aider ? Vous avez beau chercher, comme chaque... j'allais dire société, structure, association, à sa manière de se nommer, qu'il n'y a pas une fusion de tout ça. Vous avez beau chercher sur le puits pour trouver quelque chose, eh bien, tintin. Donc, en fait, on est perdu. Il y a aussi les cafés répit. Alors, je ne sais pas si c'est que chez nous, ou en fait, qui proposent aux aidants et aux personnes aidées de se retrouver par petits groupes. Ça permet aussi de se poser et puis aussi de faire une activité pour la personne aidée, parce qu'elle prend plaisir. Moi, je sais que la dame qui me dit Catherine, cette semaine, on va au café, on va faire. Donc, du coup, voilà, elle est contente et puis ça lui fait un but dans sa semaine et je trouve que c'est une bonne alternative aussi. C'est vrai que de le faire dans un café, c'est neutre aussi. Je pense que l'aidant, il va plus facilement parce que ça ne se porte pas sur le visage. Enfin, on ne rentre pas dans un lieu... Voilà, il n'y a pas d'étiquette. C'est vraiment comme s'il y allait avec des amis, finalement. Et c'est très bien aussi pour la personne aidée, parce que je trouve que ça lui permet aussi de re-rentrer des fois dans le contact de la société, parce que des fois, ils n'ont plus trop envie. Il y a la honte, il y a plein de sentiments qui doivent se mêler en eux. Moi, je connais donc la plateforme de répit sur le Puy-en-Velay. Il y a l'aide d'un psychologue, bien sûr, ou d'une psychologue. On y va quand on veut, hein. C'est-à-dire qu'on peut programmer ou ne pas programmer, c'est suivant les besoins de chacun. Ça me semble extrêmement intéressant. Mais pour moi, la première des premières formations,
C'est vraiment quand une maladie est déclarée, connue, ça serait bien que les aidants aient une formation de départ pour dire avec moult précautions, voilà ce qui risque de vous arriver dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Comment vous devez prendre soin de vous et pourquoi. Vous voyez, qu'on fasse du préventif et pas du curatif. Je pense que déjà, de connaître la maladie, former sur les maladies. Parce que, pour un exemple concret, il y a un couple et en fait, monsieur ne comprend pas la maladie. Et ça peut avoir des difficultés après par rapport à son comportement, puisqu'il pense d'une certaine façon qu'elle réagit, que sa femme réagit comme ça, elle le fait exprès. Donc il y a de la colère après qui ressort, alors que non, c'est la maladie, et que si il avait une formation par rapport à cette maladie, peut-être qu'il réagirait moins violemment parfois. Pour savoir aussi un peu comment évolue la maladie, je pense que nous, en tant qu'aidants, on doit anticiper en nous renseignant sur l'évolution de la maladie pour savoir où on va. Si on ne sait pas où on va, on ne peut pas expliquer aussi aux autres où aller. Parce que je crois que ce dont on n'a pas conscience quand on commence à être aidant, c'est que ça va durer. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on puisse, à certains moments, prendre conscience que ça va durer. Par rapport aux formations, parfois on nous fait faire des jeux de rôle quand même. Alors c'est des formations qui durent sur 2 jours, mais parfois, si c'est une situation aidant et aidé, on va faire, il y aura une personne qui fera un rôle de chaque, et après on va changer pour qu'on puisse ressentir ce que chacun, si on était à la place de la personne aidée, qu'est-ce qu'on ressentirait dans telle situation. C'est une mise en scène, et du coup ça nous aide aussi à la place des aidants, et voir si l'auxiliaire de vie réagissait comme ceci, si on était la personne aidée, qu'est-ce qu'on ressent. Il n'y a rien d'abordé pour la relation avec les aidants en formation. Strictement rien. On nous apprend le savoir-être avec la personne qu'on va aider, mais pas avec son entourage. Moi, je sais qu'il n'y a rien du tout sur la relation à entretenir avec les aidants, ce qu'on peut leur demander, ce qu'on a en droit d'attendre d'eux. Rien. Et c'est assez difficile après, quand on va à domicile, de faire en sorte de travailler avec eux aussi. C'est encore un peu plus difficile quand on sort de formation, même avec les stages, quand on arrive à domicile, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Et il y a des choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer. Et puis c'est différent, il n'y a rien à faire. C'est beaucoup plus concret que ce qu'on a vu en formation, même en ayant eu beaucoup de stages. On a toujours eu l'aide physique. Mais probablement, ce qui a manqué, c'est un accompagnement, de se poser tous ensemble autour d'une table et de se dire, papy, qu'est-ce que tu veux, mamie, qu'est-ce que tu veux, voilà, les autres membres de la famille, qu'est-ce que vous voulez, et les soignants, la responsable, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Je pense que les intervenants comme les aidants, il faut qu'on soit patient, le respect de la personne et la dignité pour l'aider. La personne aidée n'est pas un enfant, mais une personne adulte malade ou en perte d'autonomie. Donc, ne pas lui faire sentir qu'il est une charge. Ça, c'est pour les deux, pour les aidants comme pour les professionnels. Puis être disponible. Vous avez dit quelque chose sur on ne sait pas ce qu'on peut attendre des aidants. Alors moi, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous attendez de nous, en fait. Ce serait vraiment intéressant qu'on ait des moments où on puisse échanger, finalement. Et c'est vrai que c'est encore... Il y a peu de temps où on aborde ces sujets, et comment trouver sa place, comment se mettre en accord, autant les aidants que nous, les professionnels, pour œuvrer au mieux pour la personne